Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre présence. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, recevait ce jour au Palais de la Présidence de la République une forte délégation d'artistes, d'hommes et de femmes de culture. Au centre des échanges, l'éternelle question des droits d'auteur posés par les artistes, et également le statut de l'artiste au Gabon, de même que la question des espaces d'expression culturelle. S'agissant qui existe dans nos textes depuis 1987 et qu'il a fallu attendre janvier 2013 pour que enfin le décret portant création, organisation, fonctionnement et attribution du Bugada soit pris et qu'un directeur général soit nommé, de même que le président du conseil d'administration. Le chef de l'État, devant les artistes, a pris l'engagement de faire en sorte que dans les prochains jours, il verse lui-même une contribution personnelle pour aider au fonctionnement et au démarrage des activités du Bugada. De même qu'un certain nombre d'annonces ont été faites pour permettre aux artistes d'avoir des espaces d'expression culturelle, le chef de l'État a indiqué que dans le cadre d'un partenariat public-privé, l'espace cinéma Le Como sera désormais mis à la disposition des artistes pour y ériger un centre culturel gabonais mis à la disposition des artistes, musiciens, hommes de théâtre, hommes de culture de façon générale. De même qu'il a rappelé qu'il a pris sur lui l'initiative de créer au Gabon la première université africaine de musique, en partenariat avec la prestigieuse école Berkeley de Boston, et que dans ce contexte, bien entendu, les Gabonais devraient pouvoir bénéficier de formations, de même que dans cette université, dans cet espace, il y aura des studios d'enregistrement, des studios pour accompagner à la production audiovisuelle et former également au métier de la communication, aux arts, au métier de la planche et du spectacle. Donc tous ces éléments pour montrer que, contrairement à l'opinion généralement répandue, le monde de la culture n'a pas été oublié. Mais le chef de l'État a indiqué que dans l'ordre de priorité, puisque chacun sait qu'il est lui-même compositeur, il n'a pas souhaité donner la priorité aux artistes, mais il a commencé par d'autres, sans oublier bien entendu les artistes. Vous aurez d'autres éléments qui seront précisés au cours des prochaines heures. S'agissant des éléments d'actualité, les manœuvres médico-militaires se poursuivent dans la province de l'Estuaire. Hier, le président de la République a fait le tour un peu des espaces où se déroulent les manœuvres de Kokobich à Zengayong, en passant par Kango et Ovendo. Le chef de l'État a pu aller à la rencontre des populations et des personnels soignants de la Direction générale de la santé militaire. Au cours de ces manœuvres, il y a des consultations de médecine générale et quelques consultations de médecine spécialisée, notamment en ORL, en gynécologie, en ophtalmologie et d'autres. Il y a également l'administration sur place des soins. Il y a même de la chirurgie qui a lieu dans certains sites, notamment en Zengayong. Il y a la sensibilisation concernant notamment la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida, et il y a la distribution de médicaments. Notez que, avant cela, le chef de l'État, le 21 mai, s'était déplacé sur le terrain pour se rendre compte dans certains magasins de la mise en œuvre des politiques publiques édictées en matière de maîtrise des prix et notamment de lutte contre la vie chère. Le chef de l'État, à l'issue de cette visite de terrain, s'est engagé à faire tenir très prochainement un conseil des ministres sur cette question. Et en prélude à la tenue de ce conseil des ministres, plusieurs réunions ont déjà eu lieu et le premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onando, a lui-même présidé hier une importante réunion dans ce sens. Il s'agit de faire en sorte que les décisions prises par le gouvernement soient respectées, soient appliquées, surtout qu'il s'agit là d'une question qui concerne tout le monde et principalement les populations faisant partie des couches les plus défavorisées, la question de la lutte contre la vie chère.
dans les prochains jours. Nous aurons donc des mesures qui seront prises et qui devraient avoir un effet assez rapide sur le panier de la ménagère. Toujours s'agissant des visites de terrain concernant les activités des membres du gouvernement, le ministre de l'Énergie, Guy Bertrand Mapangou, a effectué 2 missions, d'abord dans le Wolin-Tem et ensuite dans le Logoué maritime. La visite dans le Logoué maritime a permis la mise en service d'une nouvelle station de traitement et de pompage de l'eau potable d'une capacité de 7000 mètres cubes qui vient renforcer la distribution de l'eau dans la ville de Port-Gentil. Il a également visité la nouvelle centrale thermique SEG à Port-Gentil qui devrait également là aussi renforcer la capacité de production de l'énergie dans cette ville et ainsi lutter contre les délestages. Sachant que dans les prochaines semaines, le ministre poursuivra sa tournée pour se rendre dans d'autres localités, notamment à Ovan, Batoila et Mekambo dans la province de Logoué-Ivindo. Justement, au sujet des infrastructures, le Gabon lance un emprunt obligataire pour le financement de travaux importants. Il s'agit de travaux d'électrification et de desserte en eau potable des villes de Libreville, Franceville, Port-Gentil, Oyem et Bitam. Il s'agit sur Libreville de renforcer ce qui existe déjà et de faire en sorte que les populations accèdent de plus en plus à l'eau potable pour mettre fin aux carences observées depuis là. Il y a également la réhabilitation de structures médicales publiques à Oyem et Bitam, la sécurisation des réseaux électriques et de télécommunications de Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem, les travaux d'aménagement urbain, l'assainissement des bassins versants de Libreville et Port-Gentil, et enfin la construction et l'élargissement des routes dans les villes de Franceville, Port-Gentil et Oyem. Bien entendu, ces travaux ont lieu également dans le cadre de l'organisation prochaine de la CAN dans notre pays en début de l'année 2017. Sur les rendez-vous, vous savez qu'à l'issue de la démission d'un certain nombre de députés PDG, une élection partielle va avoir lieu et à ce titre, la liste électorale a déjà été remise à la CENAP telle qu'indiquée la semaine dernière. Dans le même temps, le ministère de l'Intérieur lance la seconde révision de la liste électorale conformément aux dispositions de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 relative aux élections politiques dans notre pays. Cette seconde phase de la révision va avoir lieu à partir de demain et elle s'achèvera juste quelques jours après. C'est une révision qui dure 5 jours, et elle ne concerne que les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles pour qui les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection, d'une part. D'autre part, les agents du secteur public, parapublic ou privé ayant fait l'objet d'une mutation ou de leur mise à la retraite. Et ensuite, les citoyens qui ont atteint l'âge de 18 ans après le 2 mars, c'est-à-dire après la dernière campagne de révision, et qui donc pourront maintenant s'inscrire au plus tard le 1er juin 2016 sur présentation d'une pièce d'identité. Et enfin, les personnes régulièrement inscrites dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale de leur circonscription ou au centre de vote, bien entendu, cette correction devrait être apportée sur présentation d'un certificat d'inscription. Abordons à présent la question de la fin de l'année scolaire. C'est une question qui préoccupe aussi bien les parents que les enfants. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle que la fin de l'année scolaire aura bien lieu le vendredi 3 juin 2016. La date correspond donc à la fin des cours pour les classes sans examen. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique prépare donc sereinement le processus des examens et concours d'enseignement général, technique et professionnel. Ce processus commence au niveau de l'enseignement général avec le certificat d'études primaires, CEP, les 1er et 2 juin 2016. Nous attendons 47 509 candidats
répartis dans 269 centres de composition pour 13 centres de correction. Ensuite, le brevet d'études du premier cycle, BEPC, qui est prévu pour se tenir du 7 au 10 juin 2016 avec 34 369 candidats répartis dans 85 centres de composition et 17 centres de correction. Il y a ensuite le baccalauréat général qui va se dérouler du 21 juin au 1er juillet 2016 avec 20 631 candidats répartis dans 16 centres de composition pour 8 centres de correction. S'agissant de l'enseignement technique et professionnel, le baccalauréat technologique et professionnel se déroulera du 21 juin au 6 juillet 2016 avec 4 325 candidats répartis sur 15 centres de composition. Les autres examens professionnels auront lieu jusqu'au 6 juillet 2016 avec 2 897 candidats répartis sur 17 centres de composition. Au total, ce sont 109 731 candidats qui vont concourir cette année aux différents examens de l'enseignement général, l'enseignement technique et professionnel. Quant au concours d'entrée à l'École normale supérieure NS et à l'École normale des instituteurs ENI, les dates, le nombre de candidats et celui des centres de composition et de correction feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'enseignement, plutôt de l'Éducation nationale, au terme des travaux de la commission tripartite, Éducation nationale, fonction publique et budget. Vous pouvez donc constater que le calendrier réaménagé et communiqué est tenu par le gouvernement. Ceci nous amène à évoquer la grève lancée récemment par le groupement de syndicats dénommé Dynamique Unitaire, une grève qui s'est voulue générale, mais dont il faut bien reconnaître qu'elle a eu très peu d'impact au niveau de l'administration publique. Et le gouvernement a jugé que c'est une grève inopportune dans la mesure où les 4 points de revendication sont en cours de traitement par le gouvernement. En effet, s'agissant de la PIP du deuxième trimestre 2015, le ministère du Budget a fixé la date butoir de paiement de la dite prime au mois de juillet 2016. Et récemment, j'ai rappelé que le ministre du Budget avait indiqué que la PIP commencerait à être payée à la fin du mois de juin et soldée à la fin du mois de juillet 2016. En ce qui concerne l'avancement au mérite, il faut rappeler qu'il constitue une forme d'évaluation des performances des agents de l'État, à l'instar des personnels enseignants qui évaluent les apprenants à travers des contrôles continus de connaissances. Ainsi, il serait, pardonnez-moi, mais assez absurde d'imaginer qu'un enfant passerait en classe supérieure du seul fait qu'il s'est assis pendant 9 mois dans la salle, sans examen, sans évaluation. De même, l'avancement automatique ne paraît pas convenir à l'esprit qui conduit à l'évaluation de la performance de l'agent de l'État. C'est donc un mode d'évaluation qui ne vise pas à léser les enseignants, bien au contraire, il vient valoriser l'encadrement pédagogique par le truchement de la note de l'inspection qui n'a plus d'impact sur la carrière de l'enseignant à cause de l'avancement automatique. En tout état de cause, c'est un mouvement qui a été très peu suivi et pour lequel le gouvernement reste vigilant et ouvert aux discussions pour faire avancer ce dossier et permettre de régler définitivement les questions qui sont sur sa table. Nous avons également procédé le 24 mai dernier au lancement de la chaîne d'information en continu Gabon 24, chaîne thématique de Gabon Télévision. Je voudrais à présent aborder un sujet important dans la mesure où il y a eu quelques, on va dire, malentendus. Lors du discours que le président de la République, chef de l'État, a tenu à Koulamoutou le 15 décembre 2015, il avait décidé qu'une somme d'argent de 100 000 francs CFA serait reversée aux membres des différentes coopératives dans le cadre du programme Graines. Cette solution visait à soulager les membres des coopératives
avant la prochaine récolte. Il faut préciser que cette somme est une prime d'incitation, non pas une forme de salaire, et chaque membre doit remplir les critères afin de bénéficier de la totalité de la somme et du montant qui ont été fixés. C'est ainsi que tout membre doit être payé sur la base du progrès constaté au niveau de la plantation. Et ces critères sont, bien entendu, la présence sur le site, le travail de dessouchage, la coupe des piquets en ce qui concerne les plantes de bananes, la coupe de bouture de manioc, la trouaison, le nombre d'hectares plantés, l'arrosage, le traitement phytosanitaire, l'entretien. Il est important de rappeler ceci parce qu'il ne suffit pas d'être membre d'une coopérative pour bénéficier de cet argent, encore faut-il se lever pour aller travailler. Et ceci est rappelé pour éviter tout malentendu, car en effet, on accède à cette avance que lorsque l'on travaille. Et des compatriotes qui se sont inscrits et qui malheureusement se montrent absentéistes et réclament cet argent ne leur sera pas payé et ne sera payé qu'à ceux qui travaillent. Merci, mesdames, messieurs, de votre aimable attention et je suis à votre disposition pour vos éventuelles questions. Oui, monsieur Wagner. Oui, merci, monsieur le porte-parole. J'ai deux préoccupations. La première, c'est sur les manœuvres médico-militaires de la province de l'Est-Tuer. Je voulais savoir, est-ce que pour le gouvernement, le ministère de la Défense ou l'exécutif, le département du Congo-Océan n'est pas une priorité? Ou alors c'est sa faible densité humaine qui fait en sorte qu'elle n'ait pas été retenue dans ce programme? La deuxième préoccupation, c'est la question de la chasse aux sorcières. Le président de l'Assemblée nationale actuel, M. Richard Louis-Nouvet, a apporté des réponses dans le journal L'Union, sauf que l'on constate que la démission de M. Kizouba, par exemple, nous fait voir des exemples que nous devons constater ensemble. Par exemple, à Koulamoutou, au niveau effectivement du département de l'Obengidi, M. Simplice Mongo, par exemple, a été élu au primaire pour les partiels et malheureusement, il n'a pas été retenu, au même titre qu'il a perdu son poste qu'il avait au ministère de l'Éducation nationale. Il était directeur du patrimoine. Est-ce que là, ce n'est pas un exemple de chasse aux sorcières ou serait-il une autre raison? Si vous avez la réponse, vous pouvez nous apporter. J'imagine que M. Simplice Mongo n'est pas né directeur des investissements à l'éducation nationale. J'imagine qu'avant lui, il y avait un compatriote qui occupait ses fonctions et qu'il savait qu'après lui, il y aurait un autre compatriote. Et donc, le pouvoir de nomination reste un pouvoir discrétionnaire de l'autorité de nomination. On est nommé le matin, on est demi le soir, il n'y a pas de problème à cela, sauf si c'était un concours. Donc, il n'y a aucun problème à ce que les fonctions qu'il occupait, il ne les occupe plus aujourd'hui. S'agissant de la question des primaires, c'est un mode de désignation des candidats, sachant qu'on investit au niveau supérieur et que celui qui investit peut estimer que tel ou tel dossier, même si la base l'a retenu, pour telle ou telle autre raison, le parti investit tel ou tel autre. Donc le parti n'est pas lié par le choix de la base. Le choix de la base est un choix démocratique et l'investiture, c'est à la fois tenir compte du choix de la base, mais aussi des réalités que le parti a sur chacun d'entre ses militants. Donc ça n'a rien à voir avec la chasse aux sorcières. Et si chasse aux sorcières il y a, c'est qu'il y a des sorcières. Yeah. Concernant la première préoccupation, non. Le département du Congo-Océan, notamment Zomo, n'a pas été abandonné ou oublié. Il se trouve que dans les délais où il faut procéder à cette manœuvre, le temps de procéder à la traversée du matériel, c'est assez délicat et assez difficile comme manœuvre. Mais les précédentes manœuvres militaires ont bien pris en compte ce département. Voilà. Donc là aussi, il ne s'agit pas de négliger un département ou un autre, mais on ne peut pas tout couvrir non plus. Dans la commune de Libreville, il y a un site en Zengayon pour toute la commune de Libreville. Il y a également des déplacements qui vont s'effectuer, donc il y aura des quartiers qui ne seront pas atteints. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre cette situation. Merci. Oui. Monsieur le ministre, vous évoquez le lancement de Gabon 24 et
Ce lancement n'est pas passé sans critique. Beaucoup de classiques du métier veulent savoir quels sont les critères qui ont admis certains journalistes à être recrutés à Gabon 24. Pour d'aucuns, ceux de la 2 étaient mieux placés, par exemple, pour pourquoi pas intégrer ce média. Africa numéro 1, qui était un média panafricain, beaucoup auraient voulu peut-être, pourquoi pas, apporter l'expérience. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de génaux du métier et même des caméramans qui certainement apprennent même à filmer à Gabon 24. Quels sont concrètement les critères de recrutement pour être à Gabon 24? C'est la première question. La deuxième question, c'est un compatriote, M. Moussoudji, le lieutenant Moussoudji, un soldat, a commis une bourde sur Gabon Télévision et qui aujourd'hui fait le buzz sur la toile. Quel est votre avis là-dessus, votre commentaire? Et la troisième question, c'est le PDG Bénin qui aujourd'hui se déchire. Là-bas, l'UFPDG et l'UJPDG Bénin demandent la démission de la fédérale, Mme Ramatou Aboulaye, qui est accusée de gérer le parti comme une épicerie. Elle aurait nommé un de ses proches, un Béninois, au sein du bureau. Et le dernier fait, c'était lors du 12 mars en différé, où elle a exclu pratiquement les membres de son bureau élus pour mettre des proches dans la gestion des festivités. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit commentaire quand ce genre de cas arrive au PDG? Bien, je répondrai par cette dernière partie de votre question. Tout comme d'ailleurs, je n'aurais pas dû répondre à la question concernant l'investiture à Koulamoutou. Il faut faire la part des choses. Je suis certes militant PDG, mais je ne suis pas ici en qualité de porte-parole du PDG. Donc c'est une excellente question qu'il faudra poser au porte-parole du Parti démocratique gabonais, qui se fera fort aise certainement de vous donner des explications sur ce sujet. Concernant monsieur le lieutenant Moussoudji, permettez que je n'aille pas en rajouter une couche supplémentaire. Par contre, un certain nombre d'interrogations se sont posées sur le fait que le commandant du Prytanée militaire a été sanctionné. Il a été sanctionné parce que, en l'occurrence, il n'a pas respecté la procédure pour communiquer. Le ministre de la Défense a indiqué qu'il avait mis en place une procédure particulière. Et vous savez que l'armée, on l'appelle généralement la grande muette. Donc tout le monde à l'armée n'est pas habilité à s'exprimer. Et lorsqu'il faut s'exprimer, il y a des canevas qu'il faut respecter. Et pour le coup, le canevas n'a pas été respecté. Donc c'est pour cela que le commandant, lui, a été sanctionné. Quant au lieutenant, n'en rajoutons pas. L'autre question, pardonnez-moi, je l'ai oublié. Je ne sais plus ce que c'était. Ah, pourquoi est-ce que les classiques se posent des questions? Mais ceux qui aujourd'hui se réclament classiques ou doyens ont un jour commencé une activité professionnelle parce qu'on leur a fait confiance, ils étaient jeunes. Est-ce que être jeune est devenu un handicap dans votre métier? Donc voilà, je peux pas, ils ont été formés, ils sont diplômés. S'ils sont diplômés, c'est qu'ils peuvent accéder à ces métiers. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Je vois un petit doigt se lever là-bas. Ça doit être les jeunes qu'on doit brimer, c'est sûrement ça. Jeunes et femmes, ça doit être difficile dans votre métier. Allez-y, madame. Merci, monsieur le ministre. J'ai deux préoccupations. La première est de savoir, samedi dernier, vous avez lancé, enfin, certains membres du gouvernement et d'autres personnalités ont lancé un groupement dénommé Dynamique Plurielle, qui est censé soutenir le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, lors des élections présidentielles. Ma question est de savoir quel est l'avenir à long terme de ce groupement. Est-ce qu'on ne verra pas que ce groupement deviendra un parti politique plus tard? Et ma seconde préoccupation est de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Dama, aujourd'hui déclaré candidat d'héritage et modernité, a effectué un déplacement dans le Wellington où il a déclaré que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est quelqu'un de renfermé et rancunier. Donc,
j'aimerais avoir un commentaire là-dessus, si vous voulez bien. Merci. Alors, la plateforme Dynamique Plurielle, l'avenir dira, mais ce n'est pas un parti politique. Et ça n'a pas vocation à l'être. C'est un groupement pour l'élection d'Ali Bongo. Et nous nous battrons pour qu'il soit réélu pour l'avenir de notre pays. Notre pays en a besoin. Ensuite, concernant les déclarations hasardeuses des uns et des autres, si c'est à la 7e année qu'on découvre qu'Ali Bongo est rancunier, c'est quand même compliqué à gérer. Vous savez qu'on est quand même un pays où une constitution a été modifiée pour qu'Ali Bongo ne soit plus ministre, parce qu'il a été ministre très jeune, et que certains ont modifié la constitution pour qu'il ne le soit plus. Je ne pense pas que ce soit un homme rancunier. Maintenant, M. Zouba devrait dire quel est le mal qu'il a fait à Ali Bongo pour lequel Ali Bongo serait rancunier. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas Ali Bongo qui l'a chassé du PDG, c'est lui qui est parti. Donc, comme dit la chanson, c'est toi qui pars, pourquoi tu pleures? Oui. Pierre Boutamba pour le magazine Superstar. Pourquoi, Pardon? Monsieur le ministre, Pierre Boutamba pour le magazine Superstar. Pourquoi c'est à 86 jours de l'élection présidentielle que le président reçoit les artistes? Et ce n'est pas là une façon pour lui de colmater les brèches, vu que durant son septennat, il n'a rien fait pour les acteurs culturels. Merci. Je ne sais pas si lorsqu'on intervient, même si vous avez préparé une question pour la poser, et une fois que j'ai posé le propos liminaire, si la réponse à votre question a eu lieu, pourquoi vous la posez quand même? J'ai indiqué il y a un instant qu'en janvier 2013, le chef de l'État a signé un décret qui a mis en place le Bugada. Est-ce que ce n'est rien fait pour les artistes que de mettre en place un bureau des droits d'auteur qui a été prévu par une loi datant de 1987? Est-ce que ce n'est rien fait que de désigner l'équipe dirigeante pour mettre en place les droits d'auteur, le directeur général, le président du conseil d'administration? Et je n'ai pas voulu citer tous les autres textes qui ont été pris en faveur du monde de la culture au Gabon. Donc si vous estimez que ceci n'est rien, moi ce n'est pas mon analyse, donc j'ai répondu à cette question avant que vous l'ayez posée. Merci. Oui? RFP, Radio de l'Église évangélique du Gabon. La question, c'est de savoir si le pouvoir législatif est consulté lorsque le président de la République prend certaines décisions, par exemple pour créer une institution. Très bien. L'exécutif, à la tête duquel se trouve le président de la République, agit sur un mandat confié par le peuple souverain au chef de l'État. Et ceci est encadré par la Constitution et d'autres lois. Une décision est prise, s'il s'agit d'un décret, le chef de l'État ne consulte pas le Parlement pour un décret. S'il s'agit d'une loi, dans notre Constitution, l'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. Donc, le projet de loi est d'abord adopté en Conseil des ministres, il suit ensuite tout un circuit pour aller au Parlement, qui examine, qui a un pouvoir d'amendement, qui va donc adopter, et ça revient au gouvernement pour une adoption finale et ensuite la promulgation. C'est le processus. Lorsqu'il s'agit d'une proposition, c'est-à-dire d'essence parlementaire, le circuit est inverse, c'est donc adopté par les chambres, ensuite on envoie au gouvernement qui a cette fois-ci le pouvoir d'amendement avant que ça soit adopté. Donc, le chef de l'État ne prend pas tout seul des lois. S'agissant des lois, le Parlement est toujours concerné, pas consulté, concerné. Y compris lorsqu'on parle des ordonnances. L'ordonnance doit ensuite être ratifiée par le Parlement. Elle est certes exécutable dès sa signature, dès sa publication, mais ensuite, il faut qu'elle soit ratifiée par
par le Parlement pour que ça soit une loi définitive de l'État. Voici les normes qu'il y a dans notre pays, mais ce n'est quand même pas le lieu du débat. Merci. On prend 2 dernières questions, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Armel Jouembogo, Canal 7. Armel Jouembogo, Canal 7. Monsieur le Ministre, concernant le programme Un jeune, un métier, nous nous rendons compte que non seulement il devient véritablement manifeste, car on a essayé de visiter un peu les différents établissements qui sont partenaires. Nous nous sommes également rendus compte qu'il intéresse d'autres pays, tels que le Congo, dont la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est dans le mur pour s'imprégner justement du mécanisme qui a permis de mettre en place ce programme. Mais nous avons remarqué que ce programme ne s'est arrêté que dans la province de l'Estuaire, alors que nous avons 9 provinces. Alors, si cela est en projet, quand est-ce que les autres provinces, effectivement, vont bénéficier de ce projet? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Vous dites bien programme. Dans programme, il y a donc progression. Donc, commençons par ce par quoi on a commencé. Faisons en sorte que cette formation soit terminée. Faisons en sorte qu'il y ait insertion ou réinsertion de ces jeunes-là. Et ensuite, on peut étendre. Parce que vous connaissez l'adage populaire, qui trop embrasse, mal étreint. Commençons par le commencement et on verra progressivement. Merci. On termine, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci, monsieur le ministre. Je suis Arnaud Mbabekoun de TVS. C'est une question d'actualité, la décennie de la femme gabonaise. C'est un projet, plutôt une politique définie par le président de la République, une politique fort encourageante, il faut d'abord le dire. Mais seulement, monsieur le ministre, la présentation de cette politique aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations. On a l'impression que le bateau décennal de la femme gabonaise ne sont à bord que les femmes issues des milieux urbains dans une sorte de parité dans l'administration. Je veux savoir quels sont les mécanismes que le gouvernement a mis en place pour que la femme rurale du Gabon se sente concernée par cette politique. Est-ce que, comme moi, vous avez vu la décennie de la femme et la caravane s'ébranler à l'intérieur du pays? À votre avis, qu'est-ce qu'elle allait faire à l'intérieur du pays si ce n'est pas pour écouter les préoccupations de la femme gabonaise, où qu'elle soit, et quel que soit son milieu, sa position sociale? L'équipe s'est déplacée à l'intérieur du pays, dans les villages, pour discuter avec les femmes. Vous savez, nous sommes 1 800 000 habitants. On ne peut pas être 1 800 000 à agir sur le même sujet au même moment. Il faut bien qu'il y ait des gens qui ont l'initiative pour travailler pour l'ensemble. C'est ça une collectivité. Donc, malheureusement, l'habitude que nous avons de penser que nous pouvons tout faire et tout le monde au même moment nous amène à nous poser ce genre de questions. La femme rurale, la décennie de la femme, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Nous sommes à la première année et dans un processus d'élaboration du rapport qui va être ensuite soumis au gouvernement pour dire voici ce que pense la femme, qu'elle soit en zone rurale, en zone urbaine, qu'elle soit dans une situation de chômage ou une femme professionnelle, voici les préoccupations des femmes. Nous l'avons déjà dit, il s'agit de faire en sorte que dans les 10 prochaines années, il n'y ait plus dans nos textes des normes qui soient discriminatoires à l'égard des femmes, mais aussi au sein de la société. Donc c'est un combat de longue haleine. Si pour le moment dans le bateau, vous avez compté qu'il n'y a pas de femmes rurales, faisons assez de place dans le bateau pour qu'elles puissent embarquer le moment venu. Ce bateau n'est pas fermé. Merci, monsieur le ministre. Je vais revenir sur la lutte contre la vie chère. Le président, vous l'avez relevé, a fait une descente sur le terrain pour voir la situation des prix. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura un conseil des ministres sur cette question. L'opinion se pose la question de savoir quelle sera la particularité des décisions qui seront prises contrairement aux anciennes décisions, et des décisions dont les insuffisances se font remarquer sur le terrain, comme l'a vu le président de la République. Merci.
un gouvernement prend des décisions, veille à l'application des décisions. Et un gouvernement vérifie l'application, se rend compte que les décisions prises ont eu un premier effet, mais qu'ensuite, au fur et à mesure, on a perdu de cet effet. Il est normal de se réunir à nouveau et de voir ce qui peut être corrigé. Ce n'est jamais définitif, vous savez. On arrive toujours à améliorer et à corriger les choses. Peut-être que les premières décisions qui ont été prises n'ont pas intégré un certain nombre de paramètres, il faut donc corriger. Peut-être qu'il y a eu un problème de suivi, il faut corriger. Peut-être faut-il envisager de mettre en place des équipes, y compris en impliquant le consommateur. Tout cela sera étudié pour l'heure. Je vous ai indiqué qu'il y a eu une première réunion, que le Premier ministre a présidé une autre réunion. Le Conseil des ministres déterminera les nouvelles actions à prendre et les mécanismes de contrôle qui seront mis en place. Dans tous les cas, il faut retenir que la question de la vie chère est une préoccupation pour le chef de l'État et pour le gouvernement et que tout sera mis en œuvre pour alléger le panier de la ménagère et faire en sorte que les produits de première nécessité soient accessibles au plus grand nombre. Merci de votre aimable attention et à très bientôt.